Bonjour à tous, moi je vais vous présenter une expérience qui nous vient d'Espagne, qui est celle de Podemos, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc Podemos, c'est un parti qui est pas beaucoup plus vieux que le vôtre, vu qu'il a été lancé en janvier 2014, donc il y a 2 ans. Et c'est un parti qui a obtenu aux dernières élections législatives en Espagne, qui ont eu lieu le 20 décembre, 21% des voix. Donc, ce qui a entraîné une modification assez profonde du paysage politique espagnol, qui a été incarné lors de la session d'investiture du nouveau Congrès des députés le 13 janvier. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est que c'est à la fois une expérience qui est très liée au contexte espagnol, mais en même temps qui peut nous inspirer en France. On va voir pourquoi. Alors, juste rapidement, pourquoi c'est très lié au contexte espagnol, parce que l'Espagne traverse une période de crise économique qui est très forte, avec des conséquences sociales assez dramatiques. Par exemple, si on regarde la question du chômage, le taux de chômage est systématiquement supérieur à 20% depuis 2010. Il touche particulièrement les jeunes, et c'est aussi une des conséquences sociales de la crise, le fait qu'il y ait une multiplication des expulsions de logements. Au premier trimestre 2012, les chiffres officiels donnaient une moyenne de 517 expulsions de logements par jour. Donc l'émergence de ce parti, en fait, va être liée à ce contexte de crise économique et sociale qui se double d'une profonde crise politique, c'est-à-dire d'un discrédit très fort des partis traditionnels qui vont être impliqués dans des affaires de corruption très nombreuses, liées à la crise économique, à la période de spéculation immobilière. Et ces 2 partis, donc le Parti populaire à droite et le Parti socialiste, vont être perçus par les citoyens comme les co-responsables de la crise économique et de ses effets, surtout que quand la crise émerge, c'est le Parti socialiste qui est au pouvoir et c'est lui qui va mettre en place les premières coupes budgétaires dans les services publics. Donc en fait, c'est ce contexte de crise qui peut permettre d'expliquer l'écho et l'ampleur qu'a rencontré d'abord le mouvement des indignés à partir de la mi-mai 2011, et ensuite Podemos, qui peut être vu comme une traduction électorale du mécontentement qui a été exprimé avec les indignés. Donc, une expérience qui est très liée au contexte de crise économique, sociale et politique en Espagne. En même temps, c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est que c'est aussi une expérience qui va s'inscrire clairement dans un panorama européen, avec deux dimensions qu'on peut mettre en avant. La première, c'est que Podemos, c'est une nouvelle formation anti-austérité en Europe, qui est très proche de Syriza en Grèce, et l'incapacité d'Alexis Tsipras à tourner le dos à l'austérité dans les négociations avec l'Union européenne a bien montré l'isolement de la Grèce à ce propos, l'isolement de Syriza, et donc la nécessité d'alliances avec d'autres formations anti-austérité en Europe. Donc ça, c'est le premier point qui peut nous intéresser. Et le deuxième point, c'est le fait que Podemos, dans un contexte de montée de l'abstention partout en Europe, c'est un parti qui va réussir à remobiliser des électeurs qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. C'est-à-dire qu'il va réussir à mobiliser des électeurs qui n'étaient plus satisfaits par l'offre partisane existante. Et c'est notamment les jeunes qui vont être les principaux électeurs de Podemos. C'est-à-dire que le vote pour Podemos décroît à mesure qu'on augmente dans la pyramide des âges. Et en fait, cette capacité à remobiliser les électeurs, et notamment des jeunes, elle est très liée au message d'espoir que va véhiculer Podemos, et qui est incarné notamment par ce slogan qui a été choisi pour les élections européennes en 2014, qui sont les premières élections où Podemos se présente. C'était quand la dernière fois que vous avez voté avec espoir? Donc ça, premier point. Si on veut un peu comprendre les facteurs de succès de Podemos et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer ici, le premier point, c'est un discours très positif. Je ne sais pas si vous avez vu le film No, qui est un film qui porte sur la campagne pour le non lors du référendum contre Pinochet, enfin sur le maintien au nom de Pinochet au Chili en 1988. C'est un film qui montre le rôle qu'ont eu des publicitaires dans cette campagne, qui ont utilisé des techniques de marketing pour véhiculer un message très positif, vraiment un message d'auto-affirmation, alors que la gauche voulait surtout mettre en avant les crimes de la dictature. Et en fait, Podemos s'est appuyé
notamment sur ce film, en disant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment véhiculer un message d'espoir aux gens, affirmer la possibilité de gagner, hein, pas seulement d'être un parti dans des alliances, mais de gagner les élections, et la possibilité surtout d'une alternative, aux politiques d'austérité en Europe. Et ça, on le voit bien donc avec ce slogan, mais aussi avec les termes qui sont utilisés. Hein. Le nom du parti, Podemos, nous pouvons. Le slogan qui est repris de la lutte contre les expulsions de logements et des indignés, si c'est puede, oui on peut. Hein, qui est un slogan qui faisait se référer en fait au discours tenu par les politiques au pouvoir qui disaient systématiquement on ne peut pas. On ne peut pas arrêter les expulsions de logements. On ne peut pas faire une réforme fiscale. On ne peut pas faire en sorte que ce soit les riches qui payent. Et donc là, c'est affirmé si on peut. Hein, une alternative est possible. Et ce discours, en fait, c'est non seulement un discours qui est très combatif, je pense qu'il est important à reprendre, mais aussi un discours qui est simple, qui est clair, qui part des préoccupations quotidiennes de la population, c'est-à-dire problèmes d'emploi, les problèmes de logement, des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, et qui va proposer à partir de ces problèmes vraiment quotidiens que rencontrent les gens, un programme politique, notamment par exemple un plan de sauvetage des citoyens, comme il y a eu un plan de sauvetage des banques, qui implique par exemple le fait d'interdire les expulsions de logements s'il n'y a pas d'alternative de logement, de faire en sorte qu'aucun ménage se retrouve avec l'eau, le gaz ou l'électricité qui soit coupés. Et ce plan de sauvetage des citoyens serait financé par une réforme fiscale avec une réelle progressivité des impôts sur le revenu, le patrimoine et les successions, mais aussi par un impôt extraordinaire sur les banques qui ont reçu des fonds publics. Donc clairement, je pense que c'est un premier point qui me semble important. C'est le fait d'avoir un discours combatif, mais aussi un discours simple qui soit moins élitiste peut-être que celui qu'on peut avoir dans des organisations de gauche en France et qui parle clairement aux classes populaires. Après, le deuxième point, où là, on est en rupture assez claire avec les pratiques des partis de la gauche non socialiste, c'est le fait de se départir, en fait, de se débarrasser, dit Podemos, du vocabulaire, des références et des symboles de la gauche traditionnelle. Et même de ne pas mettre en avant ce clivage gauche-droite, mais davantage de mettre en avant un clivage entre le haut et le bas, entre les citoyens et les élites, la caste et le peuple, c'est des termes qui sont utilisés par Podemos, qui sont repris du mouvement des indignés. Et alors pourquoi Podemos va chercher à dépasser ce clivage ? En fait, l'argument qu'ils mettent en avant, les fondateurs de Podemos sont tous issus de partis à la gauche des socialistes, mais ce qu'ils vont mettre en avant, c'est le fait que c'est un clivage qui est surtout utile aux médias et aux partis traditionnels pour cataloguer un parti comme Podemos d'extrême gauche ou de gauche radicale, et du coup de lui donner une place marginale dans la scène politique électorale. En plus, c'est aussi, pour porter un discours, un projet de changement, ce vocabulaire de gauche pose problème, vu qu'il est aussi mobilisé par les socialistes qui ont renoncé au changement quand ils étaient au pouvoir. Donc, c'est un point que va mettre en avant Podemos, c'est en fait l'importance finalement de sortir de la dimension identitaire qu'ont souvent les organisations de gauche, c'est-à-dire d'être avec ses symboles, son drapeau rouge, ses références marxistes, et d'essayer de cette manière d'attirer plus largement des gens qui ne vont pas forcément se sentir de gauche ou qui ne vont pas forcément s'identifier aux valeurs et à l'histoire de la gauche, mais par contre qui vont être d'accord avec un projet politique qui mette fin aux expulsions de logements et qui fasse en sorte qu'on crée des emplois. Donc c'est, si vous voulez, l'idée, Podemos dit de créer un projet contre-hégémonique, un projet auquel la majorité de la population puisse s'identifier et qui puisse permettre réellement de transformer la réalité sociale. Et en fait, pour susciter cette adhésion plus large, un troisième facteur de succès, ça va être d'utiliser les outils de l'ennemi. C'est les mots qu'ils utilisent, notamment d'utiliser les médias et en priorité la télévision, qui reste le principal espace de socialisation politique de la majorité de la population. C'est l'analyse que font ces fondateurs qui sont en grande partie des professeurs de sciences politiques. Et donc en fait, ils vont chercher à construire la figure d'un leader charismatique via la télévision, et donc c'est la figure de Pablo Iglesias qui va chercher à investir
l'espace médiatique avant même la création du parti politique. Et par exemple, une anecdote qui montre bien cette stratégie communicationnelle qui a fait l'objet de controverses au sein même du parti, mais qui a été assez efficace, c'est le fait d'avoir choisi, pour les élections européennes, de mettre le visage de Pablo Iglesias sur les bulletins de vote. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? En fait, ils ont fait des sondages un mois avant le scrutin. Il y a des spécialistes de sondage aussi dans l'équipe. Et ils se sont rendus compte que 8% des gens connaissaient Podemos, 50% connaissaient Pablo Iglesias, comme il passait à la télévision, et surtout, la plupart ne faisaient pas le lien entre les deux. Aux élections européennes, ça faisait quelques mois que Podemos était créé, ils ont vraiment créé la surprise en remportant 8% des suffrages et 5 députés européens. Donc, cette idée d'utiliser les outils d'ennemis, bien sûr, ça a des limites en termes de personnalisation du pouvoir, d'hypermédiatisation du leader, mais c'est aussi un symbole auquel les gens peuvent s'identifier. C'est de cette manière qu'on peut comprendre la répartition territoriale du vote qui est assez homogène, même pour les élections européennes, et un vote qui va être aussi assez transversal du point de vue des différentes classes sociales. Alors, je voudrais quand même aborder une contradiction qui va sûrement vous intéresser parce que vous avez un certain nombre de débats aussi sur comment est-ce qu'on s'organise en interne. Donc, je voudrais vous dire juste quelques mots sur les débats qu'il y a eu au sein de Podemos. En fait, il y a eu un certain nombre de contradictions au moment de l'institutionnalisation du parti. C'est-à-dire quand le parti, en fait, après les élections européennes, ils disent qu'il faut qu'on se crée vraiment comme parti. Alors, quand le mouvement est lancé en janvier 2014, il y a des cercles qui vont être mis en place à peu près partout, enfin dans plusieurs villes, si vous voulez, dans tout le pays, mais il n'y a pas de coordination au niveau national. Et donc après les élections européennes, il y a un processus qui vise à créer un parti avec des statuts, avec une forme d'organisation. Et là, il y a un réel débat démocratique sur comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ce qui va en sortir, et c'est là que ça peut être intéressant, en fait, l'option qui va être retenue, ça va être une option finalement assez classique dans son organisation. C'est-à-dire que Podemos, c'est un parti assez vertical, assez centralisé, avec un secrétaire général. Déjà, on garde le terme de secrétaire général. Un secrétaire général qui va former son équipe rapprochée et des conseils citoyens qui vont être élus avec un système de primaire ouverte à tous les sympathisants, qui vont être élus à tous les échelons, national, régional, municipal. Et ça va entraîner un certain nombre de... Enfin, ça va diminuer, si vous voulez, le pouvoir qui était initialement acquis par les cercles, et ça va entraîner le départ d'un certain nombre de militants. Et ça, je pense que c'est un débat en même temps qui peut se poser sur quand on cherche à s'organiser en interne dans un parti politique. C'est à qui est-ce qu'on donne le pouvoir? En fait, est-ce qu'on donne le pouvoir aux militants, aux militants des cercles? Le cercle, c'est l'organisation de base, si vous voulez, de Podemos. Ou est-ce qu'on donne le pouvoir à une équipe rapprochée, qui a un projet assez cohérent, et qui va ponctuellement s'appuyer sur l'ensemble des sympathisants. Podemos, c'est quasiment 400 000 inscrits sur le site web de Podemos qui sont les sympathisants et qui peuvent voter à toutes les élections, par exemple à toutes les primaires, qui sont des primaires ouvertes, pour élire les responsables des organes internes comme de ceux qui vont aspirer à des fonctions publiques. L'argument qui a été mis en avant par l'équipe de Pablo Iglesias qui portait ce projet, c'est le fait qu'il fallait construire une machine de guerre électorale dans le contexte espagnol. Vous savez, en 2 ans, en Espagne, il y a eu des élections européennes, des élections municipales, des élections régionales dans 15 régions et les élections législatives. Donc en disant, en gros, il faut mettre l'efficacité avant la démocratie interne et construire une machine de guerre électorale. Après, il faut voir qu'il y a quand même des différences par rapport à d'autres partis. Par exemple, si on s'intéresse au mode de financement de Podemos, qui est beaucoup par crowdfunding et par microcrédit, un point qui me semble intéressant, c'est la question de chercher à sortir de l'entre-soi et à lutter contre la professionnalisation de la politique. En France, par exemple, on regarde l'Assemblée nationale, la moyenne d'âge, c'est 60 ans, les députés. Si vous regardez les leaders de Podemos, la plupart ont une trentaine d'années. Donc clairement, quand on essaye de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir cet espace politique qui s'est fermé, ça pose un certain nombre de questions. Et il y a dans leur code éthique, ils ont mis en place un code éthique, un certain nombre de mesures qui peuvent être intéressantes, comme le fait qu'il y ait une limite du cumul des mandats dans le temps, le fait qu'il y ait une limite des indemnités que reçoivent les élus,
qu'ils ont fait fixer à 3 salaires minimum. Le SMIC en Espagne, il est de 650 €, donc ça fait moins de 2 000 €. Donc c'est pas très incitatif si vous voulez faire carrière en politique. Ou encore de renoncer à tout privilège matériel ou juridique qui est lié à sa fonction de représentant, ce qui implique d'interdire la pratique du pantouflage, le fait de passer du secteur public au secteur privé. Donc voilà, en très résumé, un des points qui pourraient être intéressants. Je pense qu'il y a 2 pistes de réflexion qui est sur la stratégie de communication politique que met en avant Podemos, avec ce discours à la fois très combatif, qui se veut très clair, peu élitiste, mais qui se veut aussi très positif. Et en même temps, des pistes sur les questions organisationnelles, où là, ça a fait des débats au sein même du parti. Et donc, je conclurai pour lancer le débat par une phrase de Pablo Iglesias qui se veut volontairement provocatrice, qui est de dire « Si tu veux réussir, ne fais pas ce que la gauche ferait ». Donc, on va le faire en retard, mais on va vous expliquer comment on a prévu ce débat. Il y a Héloïse Ney, qu'on n'a d'ailleurs pas présentée pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est sociologue, maître de conférence à l'université de Tours, et qui donc est spécialiste en particulier de Podemos. Elle a sorti un livre récemment sur Podemos, donc elle travaille depuis de longues années sur ces mouvements, la démocratie participative et les mouvements sociaux, en particulier en Espagne. Et donc, si vous voulez bien, on va, à chaque fois qu'une intervenante va prendre la parole, on aura ces petites vidéos aussi dont on vous a parlé, peut-être poser une question ou deux, et ensuite que vous puissiez aussi poser des questions rapidement, et puis on passe à la suivante, et à la fin, on aura sûrement un temps de débat où on pourra reprendre des questions globales à tous les intervenants. Donc là, juste, moi, peut-être la première question que j'aimerais te poser, Héloïse, c'est, tu es aussi française, donc tu connais la France, l'Espagne est peut-être un sujet d'étude, mais la France aussi d'ailleurs un petit peu dans tes travaux, mais concrètement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur pourquoi ça a pris en Espagne, et concrètement, comme tu connais la France, qu'est-ce qu'il faut transposer, qu'est-ce qu'il faut traduire, voilà. Alors, pourquoi ça a pris en Espagne, c'est un petit peu ce que j'essayais d'expliquer dans par rapport au contexte, qui est vraiment important pour comprendre comment ça a émergé. Je pense que l'expérience de Podemos, l'émergence de Podemos, elle ne peut pas se comprendre sans le mouvement des indignés, en fait, qui a précédé Podemos de 3 ans à peu près. Et clairement, tous les gens que je rencontre à Podemos me disent que Podemos n'existerait pas sans ce mouvement. Or, en France, il y a eu une petite tentative d'avoir une exportation de ce mouvement des indignés, où il y avait clairement très peu de monde. Donc on peut déjà se poser la question pourquoi ce mouvement des indignés n'a pas pris en France. Alors il y a les questions de contexte économique, où je pense que clairement les conséquences sociales de la crise ont été beaucoup plus brutales en Espagne, et les mesures d'austérité ont été aussi beaucoup plus brutales, même si on a aussi des politiques économiques qui vont dans le même sens en France, mais qui sont moins frontales pour le moment. Et après, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, au printemps 2011, quand les indignés émergent en Espagne, en France, en Espagne, c'est les socialistes qui sont au pouvoir. Donc on est dans une impasse électorale. C'est soit les socialistes qui font de l'austérité, soit la droite qui fait encore plus d'austérité. En France, à ce moment-là, si on se souvient, c'était Sarkozy qui était au pouvoir. Et en fait, tous les regards des militants de gauche, notamment, c'est de dire on va chercher une alternative politique dans les urnes, clairement vers les présidentielles. Et donc là, je pense, c'est là qu'on peut avoir une similarité maintenant dans le contexte politique. C'est-à-dire que maintenant, les socialistes sont au pouvoir, ils font des politiques économiques qui ne sont pas fondamentalement différentes de celles de droite. Et donc l'impasse politique, on va la retrouver aujourd'hui. Sauf que ça s'est fait en décalage, je pense, dans le contexte français. Donc je pense qu'il y a cet élément qui est important. Après, il y a d'autres aspects qu'on peut mettre en avant. On a un système clairement de vote majoritaire à 2 tours qui n'est pas très favorable à l'émergence de nouveaux partis politiques. On a une configuration de la gauche non socialiste qui est clairement très fragmentée. On a le parti de gauche, parti communiste, les Verts, le NPA, des nouvelles formations comme Nouvelle Donne. Enfin, clairement, c'est assez occupé. Et on a aussi l'extrême droite qui capitalise clairement sur ce discours protestataire. Et ça va être plus l'extrême droite qui va capitaliser le mécontentement qu'un parti comme Podemos. Mais en fait, ce que disaient Podemos, les gens de Podemos en Espagne, ils disaient, en gros, il y avait un espace à prendre, dans le sens où, avec le discrédit très fort des 2 partis traditionnels, il y avait un espace à prendre, et on l'a pris. En développant un discours qui est un discours progressiste, mais ça aurait pu être un autre parti, un parti xénophobe par exemple, qui aurait pu prendre cet espace. Donc pour comprendre pourquoi il n'y a pas de Podemos qui a émergé en France, je pense qu'il y a
multiplicité de facteurs. La situation est différente. Donc, il n'y aura probablement pas un Podemos français. Par contre, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Je pense qu'il y a un certain nombre de points, notamment le discours, la stratégie de communication politique de Podemos qui peuvent nous interpeller et qui peuvent nous inspirer. Et juste dernière petite question, du coup, peut-être après toi, Anne, c'est de se dire, est-ce que, toi, avec le recul que tu as, est-ce que Podemos, finalement, c'est plutôt une réussite? Parce que du coup, on fantasme beaucoup sur Podemos. Alors, si on regarde, est-ce que c'est une réussite ou pas? On peut regarder les résultats électoraux. Podemos, ça, je vous dis, c'est né le 17 janvier 2014. 2 ans. Élections européennes, ils ont fait 8%. Après, il y a eu des élections municipales et régionales en Espagne. Dans 8 régions sur les 15 appelées aux urnes entre mars et septembre, ils sont arrivés en 3e position. Aux élections municipales, ils n'ont pas été tout seuls, ils ont été dans le cadre de coalitions plus larges, l'unité populaire. Ils ont remporté les villes, notamment de Barcelone et de Madrid, les principales villes espagnoles, mais aussi d'autres comme Cadix, Saint-Jacques-de-Compostelle, un certain nombre d'autres villes. Et aux élections législatives, même pas 2 ans après leur création, ils ont 21% des voix. Je pense que si on regarde d'un point de vue clairement volonté de conquérir l'espace électoral, y dire on est là pour gagner. Alors oui, c'est pas le premier parti, mais c'est quand même une transformation politique en profondeur du paysage espagnol. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour faire un gouvernement en Espagne, tout simplement parce qu'il n'y a aucun parti qui a la majorité absolue, ce qui était souvent le cas auparavant, et que les partis traditionnels, certes, restent en première position. Le PSOE est les socialistes très talonnés, de très près par Podemos, mais ils sont dans l'incapacité de faire un gouvernement sans l'appui de nouveaux partis. Donc c'est une remise en cause du bipartisme. Donc c'est vraiment une remise en cause en profondeur et du paysage politique espagnol et aussi un renouvellement des élites. Ça, j'ai commencé par cette image où on voit Rajoy un peu surpris par le style des nouveaux députés. Ça, en soi, l'entrée des députés de Podemos dans le Parlement espagnol, c'est un changement. C'est pas seulement un changement symbolique, c'est aussi un changement de qui sont nos élites, les représentants politiques. Et le changement est en interne aussi, c'est-à-dire que la réussite, elle est aussi dans les urnes, clairement, mais aussi en interne, dans la structuration du parti? Alors, dans la structuration du parti, ce que je vous ai montré, c'est que le choix qui a été fait, c'est un choix d'organisation qui est très loin des pratiques des indignés. Les indignés, c'est un mouvement qui était basé sur un système d'assemblée publique, horizontale, avec le refus du leader. C'est des porte-paroles tournants, le refus de la délégation du pouvoir. Là, autant Podemos a des liens très clairs avec les indignés sur les revendications, sur le message, le vocabulaire, le discours, autant sur le mode d'organisation interne, on peut trouver des similarités au niveau des cercles. Comment s'organisent des cercles, c'est assez proche des assemblées des indignés. Mais comment s'organise le parti, c'est très loin. C'est-à-dire qu'on a clairement un pouvoir très centralisé dans la figure du secrétaire général et de son équipe rapprochée, qui va bien sûr avoir un système de consultation régulière des sympathisants, mais vous avez vu, c'est un système qui reste quand même assez centralisé, vertical. Donc là, c'est un choix qui a été fait, qui a fait l'objet de débats. Ce n'était pas la proposition préférée par les militants. Les militants, ils préféraient une autre proposition qui donnait beaucoup plus de pouvoir au cercle et qui donnait 7 porte-paroles au niveau national, plutôt qu'un secrétaire général. Mais c'est la proposition qui a été votée par plus de 80% des sympathisants de Podemos. Alors, une petite question, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de la coalition, c'est-à-dire qu'ils sont allés à la fois aux élections seuls et dans des coalitions. C'est une question qui fait débat à l'heure actuelle au sein de Nouvelle Donne. Il y a les tenants du 100% Nouvelle Donne et les tenants de il faut faire avec les institutions de la Ve République et puis essayer de les pousser jusqu'à leurs limites. Sur la question comment Podemos assume une double posture. Alors ça fait l'objet d'un certain nombre de discussions, vous l'imaginez. En fait, pour les élections municipales, ils n'ont pas été seuls. Parce que l'équipe de Pablo Iglesias, qui est celle qui a imprégné, si vous voulez, qui a gagné le débat sur comment est-ce qu'on s'organise et quelle stratégie politique on a, il disait en gros, on n'est pas assez, simplement, on ne contrôle pas assez notre équipe, nos gens, pour pouvoir s'assurer que ça se passe bien dans toutes les villes. En gros, c'était ça. C'est-à-dire que le risque, c'est que dans telle ville, il y a un problème de corruption ou un problème X ou Y et que ça nous pourrisse la stratégie nationale, quoi. Et donc, comme leur objectif, c'était clairement les élections législatives, en disant si on veut un changement réel de politique économique, il faut qu'on gagne les élections législatives. Du coup, ils ne voulaient pas, quelque part, avoir un problème à gérer au niveau municipal. Donc, ils ont fait cette stratégie d'aller dans des coalitions d'unité populaire, d'ailleurs, qui est une stratégie qui a très bien marché. C'est ce qui leur a... En fait, les plus gros succès de Podemos au départ, ça a été lié à cette stratégie. Mais après, il y a eu des débats sur est-ce qu'on continue comme ça
pour les élections législatives. Et là, il y a eu des grosses confrontations, enfin vraiment des débats et des visions contradictoires qui se sont opposées. Il y avait Izquierda Unida. Izquierda Unida, c'est un peu l'équivalent du Front de gauche, il y a le Parti communiste dedans, qui au départ voulait, quand Podemos en fait a lancé leur projet, au départ c'était pour bouger un peu Izquierda Unida et leur dire, allez, on va faire une Syriza à l'espagnol. Izquierda Unida leur a dit, non, vous rigolez, enfin, allez-y. Après, quand ils ont vu, maintenant, ils ont 2 députés, Izquierda Unida. Podemos, ils en ont 69. Donc, enfin, clairement, c'est... mais du coup, Izquierda Unida voulait faire une alliance avec Podemos. Ils l'ont fait seulement dans 3 régions. 3 régions qui ont vraiment des spécificités au niveau national, hein, qui sont la Catalogne, qui sont la Galice et la région de Valence. C'est des régions où ils ont fait des très bons scores. Hein. Podemos est arrivé en première position dans cette coalition plus large en Catalogne et au Pays Basque. Premier parti en Catalogne et au Pays Basque. Et en Galice ou à Valence, c'est le 2e parti. Donc il y a pu avoir différentes stratégies, mais qui ont été négociées. Et ça ne pose pas de problème, c'est assumé, c'est... Si, ça fait l'objet de discussions, mais en fait, pourquoi ils ont refusé une alliance avec Izquierda Unida au niveau national ? Ils l'ont refusé en disant, si on fait ça, on fait un front de gauche. Et si on fait un front de gauche, on perd. Parce que si on fait un front de gauche, ça sera les gens qui sont de gauche qui vont voter pour nous. Et donc, on sera à nouveau la gauche radicale. Et donc, on va perdre les élections. Et donc, du coup, ils l'ont assumé dans des contextes, notamment en Catalogne, le panorama est très différent de celui de l'Espagne. Et Podemos n'a pas une position majoritaire, même dans l'espace, on va dire, du renouvellement politique. Donc, ils ont fait cette stratégie dans d'autres régions comme ça. Mais ils n'ont pas voulu le faire au niveau national en disant, ça, c'est une stratégie de perdant. C'est ce qu'a fait Izquierda Unida depuis toujours et qui a jamais pu vraiment avoir le pouvoir. Alors, parmi les questions qui nous agitent aussi, c'est la question de est-ce qu'on fait une organisation centrale, nationale, ou est-ce qu'on va plutôt vers une fédération de régions qui serait davantage implantée sur les territoires ? Est-ce que c'est une question qui a fait l'objet de débat aussi Alors, ce qui a fait l'objet de débat, c'est de voir, est-ce que on a un représentant ou plusieurs à tous les niveaux. Quel poids est-ce qu'on donne aux militants, aux cercles ? Il n'y a pas eu forcément la question de savoir est-ce qu'on s'organise d'un point de vue régional, même s'il y a des conseils citoyens au niveau régional. Mais il n'y a pas eu cette question de fédération des régions, même si on regarde maintenant le groupe parlementaire qu'a fait Podemos, comme ils sont partis dans 4 configurations différentes, donc dans 3 régions, dans des coalitions, puis dans le reste des régions comme Podemos, ils ont fait finalement un groupe confédéral, c'est-à-dire donc là qui peut avoir un petit peu cette idée, même si pour certaines régions seulement. Mais au niveau, en fait, le débat qui se posait au niveau des propositions qui se sont opposées, c'est est-ce qu'on en fait c'est une équipe avec un leader qui porte le projet, avec un projet. Ce que disait l'équipe de Pablo Iglesias, c'est on n'est pas seulement, on porte pas seulement un projet, mais on est aussi une équipe. On travaille ensemble, on sait travailler ensemble, on se fait confiance. Voilà, on vous propose une équipe, un projet et une équipe qui peut avoir des consultations à certains moments sur l'ensemble des sympathisants, ou est-ce qu'on donne beaucoup plus de pouvoir aux militants et aux militants des cercles, et notamment à ceux qui vont être secrétaires généraux des cercles de Podemos, par exemple. Et donc là, c'est 2 visions du parti qui se sont opposées. Il y en a une qui l'a emporté par ce système en fait, de vote qui s'est fait sur l'ensemble des sympathisants. Alors, ce qui est lié aussi au fait que c'était Pablo Iglesias qui la portait, qui était aussi celui qui était médiatiquement le plus connu. Hein, donc, on peut voir les effets aussi de la personnalisation là, du pouvoir. Mais voilà, il y a eu un vrai débat et des propositions qui étaient très concurrentes. Il y en avait même une autre proposition qui proposait de constituer un parti de Conseil citoyen national par tirage au sort. Je sais que vous avez utilisé un peu le tirage au sort à Nouvelle Donne, mais c'est une proposition, voilà, c'est pas celle qui a été retenue, si vous voulez. C'est pas l'organisation qui a été retenue. Donc là, si vous voulez, on va vous passer la parole pour 2-3 questions très rapides. Vous inquiétez pas, on reviendra aux questions pour Héloïse, mais c'est juste pour clore un peu une petite séquence, passer avec Cynthia, et ensuite on reviendra à des questions larges. Donc peut-être 2-3 questions. Je vais essayer de... Tu as déjà parlé, je vais peut-être donner la parole à madame. Vous avez évoqué la situation du FN en France en essayant de montrer que c'était un contexte différent de celui de Podemos. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, aujourd'hui, le FN, pour nous, est implanté. Au cours des 10 dernières années, je pense,
il a fait ce qu'il fallait pour le faire, c'est-à-dire qu'il s'est implanté localement, il a réseauté, il a tiré les sonnettes, il est allé dans les quartiers, il est allé dans les campagnes, il s'est physiquement implanté. Ce faisant, au passage, il a acquis des voix, mais en même temps, aidé par le manque de confiance qu'on a aujourd'hui dans le monde politique, en même temps, s'est développé le fait de ne pas voter, l'abstention, excusez-moi. Une forte abstention en France ou une quasi-abstention, parce que quand on va voter raisonnablement, sans plaisir, comme on disait ce matin, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne veut pas s'abstenir au dernier moment, mais ce n'est pas un vrai vote, quoi. Hein. Donc je pense que notre contexte est certes différent, que nous pouvons tout de même réinsuffler de l'espoir, réapporter de l'espoir. Je suppose, comme je suis Nouvelle Donne, je tente de donner une solution, puisqu'il ne suffit pas de poser des problèmes chez nous. Je pense qu'il faut que nous développions localement. Il faut que nous soyons forts sur les terrains. Il faut que nous prenions le temps de le faire. C'est absolument indispensable. Sinon, on n'aura pas, on n'aura pas d'espace pour démontrer, pour montrer les actions possibles, et on n'aura pas forcément la légitimité qu'on souhaite avoir et l'écho qu'on souhaite avoir. Et deuxième point, j'arrête tout de suite. Deuxième point, je pense également qu'il faut restaurer la confiance dans le politique. Alors, ce qu'a fait Podemos avec la limitation, des émoluments, des élus, etc., il faut que nous trouvions notre formule pour restaurer la confiance dans nos élus et dans le monde politique. C'est ces deux chantiers-là que nous devons, je crois, aujourd'hui aborder. Merci. Je sais pas comme il faut que je pose une question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bonjour. Que ce soit Syriza, Podemos, en France, nous les avons. Enfin, je fais suite à l'intervention précédente. Malheureusement, le Front National, aujourd'hui, capitalise et représente, évidemment pas au niveau des idées, ce que est Podemos en Espagne. La plupart des jeunes aujourd'hui en France, pour ceux qui votent Front National. Ce qu'on a vu ce matin dans l'exposé des strates de vote ouvrières, des employés, etc., c'est Front National. Le Front National est en France donc depuis de nombreuses années maintenant et il capitalise malheureusement aujourd'hui ce que pourrait être un Podemos ou un Syriza, ou en tout cas l'équivalent à gauche en France, qui nous crée, nous, une difficulté supplémentaire. C'est très clair. C'est la difficulté contre laquelle on doit se mobiliser, parce que, effectivement, en plus, on est dans un système, enfin, je pense que chacun l'a remarqué, où le Front National a besoin du Parti Socialiste pour exister, et le Parti Socialiste a besoin du Front National pour vivre. Et on est enserré à l'intérieur de cette espèce de ciseau qui nous empêche absolument aujourd'hui de développer une forme politique, une alternative politique qui soit crédible. Moi, je fais très attention à ce que je dis, n'interprétez pas mal ce que je vais dire, mais je considère que dans l'ensemble des gens qui votent Front National, tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'en peuvent plus, comme en Grèce, comme aux Pays-Bas, comme en Espagne, qui n'en peuvent plus de cette espèce d'oligarchie, de partage factice du pouvoir entre un parti institutionnel de droite et un parti institutionnel de gauche. Avant les élections municipales de 2014, j'avais participé avec la Sofres à une enquête d'opinion sur les électeurs qui étaient tentés de voter pour ce parti. Eh bien, le premier facteur du pourquoi les gens votaient Front National, c'était une enquête, hein, donc je ne dis pas que c'est la vérité, je dis ce que les gens ont répondu, à plus de 70%, vous savez ce que c'était ? C'est le seul parti aujourd'hui qui représente les valeurs républicaines. Voilà la raison. C'était ni un problème d'immigration, ni un problème quoi que ce soit. Et alors, donc c'est terrible, un, que ce soit le FN qui représente ça, et deux, ça veut dire aussi qu'il y a de la marge. C'est-à-dire que
à partir du moment où nous sommes en mesure de pouvoir capter cet électorat-là, avec une construction politique importante, on doit pouvoir, et j'espère, être une alternative crédible. Une dernière question peut-être? Une question en fait, peut-être. Oui, moi je voudrais ajouter 3 choses à ce que vous avez dit. La première, c'est que vous avez passé sous silence Ciudadanos, qui est le Podemos de droite et qui a été créé par la droite. Je veux dire de manière assez artificielle. Il y a un banquier qui avait dit, un patron de banque espagnol qui a dit on a besoin d'un Podemos de droite. Ils l'ont maintenant. C'est Ciudadanos qui fait quand même 14% des voix et qui compte au niveau de l'Espagne et qui a certainement empêché Podemos d'être en tête de la gauche. Enfin bon, ça se discute. La deuxième chose, c'est que sur l'aspect vertical de l'organisation, ça s'explique parce que le contexte est espagnol. Je veux dire, il n'y a rien à voir entre l'organisation territoriale française et l'organisation territoriale espagnole. L'Espagne est le pays le plus décentralisé, avec ses défauts d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est une décentralisation qui va trop loin, d'Europe. Et donc, vous avez, par exemple, les régions en Espagne n'ont pas le même statut. C'est-à-dire en France, vous avez, je ne sais plus combien maintenant, 13, je crois, régions. Elles ont le même statut, les 13. En Espagne, ce n'est pas le cas. La Catalogne, le Pays Basque, la Galice ont des statuts différents. Donc, tout ça fait un espèce de patchwork territorial qui explique en partie l'organisation centralisé, enfin, c'est pas le Comintern quand même. Il faut, d'ailleurs, tu l'as très bien dit. Et émergent d'ailleurs d'autres leaders politiques. Il y a Pablo Iglesias, c'est sûr, ils ont centré sur lui, mais maintenant il y a Íñigo Errejón qui est certainement qui est en train d'être, qui est une espèce de Harry Potter, mais qui fait un malheur dans les meetings et qui est très bon. Bon. Ça, c'est la deuxième chose. Sur l'aspect territorial qui explique l'organisation de Podemos. Et la troisième chose, c'est l'influence de l'Amérique latine. Enfin bon. Et notamment, on a parlé ce matin du Buen Vivir. Bon, Rafael Correa, par exemple, l'Équateur, qui est quand même, ils ont des liens très proches avec l'Équateur, avec la Bolivie. Bon, avec le Venezuela, ils ont pris leur distance pour des raisons évidentes, mais bon, qui quand même est importante et à noter. Excusez-moi, j'ai pas de question. La question. Alors si, peut-être par rapport à Ciudadanos, c'est quand même un peu une question de voir ça. J'ai une vraie question, hein, si je voulais. Est-ce qu'on connaît un peu la sociologie des gens qui votent pour Podemos? Parce qu'on compare avec le FN, qui sont plutôt des ouvriers. Est-ce que Podemos, quel type d'électorat sont... Voilà. Alors, une question. À partir de vos observations sur Podemos, quel conseil donneriez-vous à Nouvelle Donne pour faire entendre ses idées et ses propositions auprès des citoyens déçus qui vont au FN? Alors, sur l'électorat de Podemos, alors, il y a eu des premières études qui ont été faites. Il y a eu un ouvrage qui est sorti qui s'appelle Les électeurs de Podemos. Il y a plusieurs points qui sont assez intéressants qu'on ressorte, alors, sachant que c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire parce que voilà, c'est un électorat qui bouge assez vite. C'est principalement par rapport aux élections européennes que ça s'est fait, puis ensuite par rapport aux intentions de vote. Mais voilà, vous avez le parti il y a 2 ans, il y a eu plein d'élections. C'est pas forcément évident d'avoir un panorama très figé, si vous voulez. Mais ce qui en sort comme élément, ce que je vous disais, des électeurs jeunes. Principalement, c'est les jeunes qui votent pour Podemos et c'est l'inverse du Parti populaire. Le Parti populaire, c'est 60 ans, la moyenne d'âge. Podemos, c'est vraiment les jeunes et puis au fur et à mesure, on vote de moins en moins pour Podemos. Donc ça, c'est sur l'âge. Ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant d'avoir un parti politique qui arrive à mobiliser des jeunes. Par exemple, moi, j'étais étonnée en faisant des interviews avec des gens qui étaient impliqués très activement dans l'organisation de la campagne de Podemos pour les européennes, une jeune femme de 29 ans, où je lui demande dans l'entretien, à un moment donné, on pose toujours ça en sociologie politique, est-ce que vous votez? En me disant, elle va me dire oui. Elle me dit, j'ai voté une seule fois dans ma vie, à 18 ans, j'étais tellement dégoûtée que j'ai arrêté, et maintenant c'est
voilà, c'était vraiment l'une des organisatrices de la campagne d'un parti politique. Donc ça, je pense que c'est un point qui est intéressant. Ensuite, si on regarde du point de vue des classes sociales, en fait, c'est un parti qui est assez transversal. Dans un premier temps, pour les élections européennes, c'est plutôt un parti, on va dire, classe moyenne, plutôt les classes moyennes intellectuelles qui ont voté pour Podemos. Mais ce que montre le politique dans son livre, c'est qu'à partir des européennes, en fait, Podemos va commencer à être beaucoup plus connu. Il commençait à être connu par la télévision avant, mais c'est là vraiment qu'il fait son apparition, quoi. Et à partir de là, on va avoir un électorat qui va se diversifier socialement. Et donc, du coup, on va avoir aussi un électorat plus populaire, en fait, qui va se développer. Donc, en fait, son livre, hein, il disait, c'était du parti un peu des indignés à celui des exclus, pour montrer que ça s'était élargi, on va dire, d'un point de vue social. Donc, on va avoir plutôt un vote assez transversal. Et sinon, il y a un autre aspect qui est assez intéressant, qui est de voir où est-ce que les gens votent pour Podemos. Ça va être beaucoup plus dans les villes qu'à dans les zones rurales, qui vont plutôt voter pour les partis traditionnels. Et après, il y a des régions où Podemos va être plus ou moins implanté. Je vous disais, à Madrid, il est très implanté. Dans des régions qui vont être plutôt économiquement assez développées. Dans les régions aussi, il y a la thématique nationale qui va être mise en avant, parce que Podemos a un discours de reconnaissance d'un État plurinational, donc clairement Catalogne, Pays Basque, où là, il s'est pas mal développé. Mais par exemple, en Andalousie, ça reste une région où le Parti socialiste garde encore un poids assez important. Donc, c'est des éléments qui sont quand même une répartition territoriale du vote, je vous disais, qui est assez rapidement, quand même, qui ne se limite pas à Madrid, hein, ce qui aurait pu être le cas parce que la plupart des leaders viennent de Madrid. Donc, qui est quand même assez diversifié. Et sur quel conseil donner à Nouvelle Donne? Alors, moi, je vous ai écouté ce matin, lors du débat ce matin, je vous dirais, faut arrêter les débats philosophiques et vraiment partir des je vous dirais vraiment, faut arrêter de se parler à soi-même. Je pense que les interventions de ce matin, en tant que militant de Nouvelle Donne, je pense qu'il y a pas mal de profs parmi vous, ça vous a fait plaisir. Clairement, les gens, c'est inaudible, quoi. C'est inaudible, il faut parler d'emploi, il faut parler de services publics, il faut parler de la galère, et c'est ce que fait Podemos, en fait. Et c'est ce que faisaient les indignés. C'est-à-dire, clairement, on parle d'une politisation des problèmes de la vie quotidienne. Donc, en fait, de dire, si tu es expulsé de ton logement, c'est pas parce que tu es coupable, parce que tu n'arrives pas à payer ton crédit immobilier, mais parce que ça a été une escroquerie, parce que le banquier, il t'a arnaqué, parce que l'élu était corrompu. Et donc le problème, c'est pas ton voisin qui est immigré, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les élites. Et donc du coup, on va changer de système et on va faire en sorte que les élites, elles payent et qu'on fasse une loi pour interdire les expulsions de logement, pour que tu retrouves le gaz et l'électricité chez toi. Et c'est ça, en fait, il faut partir des problèmes des gens, quoi. Et je pense qu'il faut surtout avoir un discours qui parle aux classes populaires. La gauche, il y a une rupture entre la gauche et les classes populaires. Un discours qui parle aux gens et qui parle de leur quotidien, qui voit clairement qu'est-ce que ça va changer, et arrêter d'avoir des discours super généraux qui parlent qu'à un cercle de militants convaincus, mais qui va jamais aller au-delà, en fait. Et ça, je pense, ce serait le principal conseil que j'aurais à vous donner.